conférence plénière qui sera animée par le professeur Azhari, qui est président de la Société de neurochirurgie et qui est doyen de la faculté de médecine de Dakhla. Donc on va être nombreux pour l'écouter et c'est un thème très intéressant. Deuxième chose, قراءة الفاتحة للأساتذة اللي فقدنا للأطفال ديال غزة باش نختم هذه السيونس الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Donc, il vient de Bordeaux, c'est notre parrain de la Société marocaine de neuropédiatrie depuis 4-5 ans maintenant. On l'appelle, voilà, et vous voyez, les yeux n'ont pas suivi les mouvements de sa tête, ils sont restés fixés dans leur position. Donc ça, ce mouvement oculaire anormal, cette apraxie oculomotrice, elle doit vous faire évoquer une ataxie télangiectasie. Alors c'est parfois pas toujours aussi caricatural, mais parfois c'est un enfant qui va vous être adressé autour de l'âge de 2 ans pour un trouble de la marche, une ataxie, et là, à ce moment-là, cherchez des télangiectasies cutanées, examinez bien sa poursuite oculaire, observez s'il n'y a pas une apraxie oculomotrice, et deux examens biologiques essentiels, le dosage des IgA et l'alpha-fétoprotéine. Si vous avez des IgA qui sont abaissés, une alpha-fétoprotéine élevée, vous avez quasiment le diagnostic qui est fait, parce que l'Institut Curie fait une étude du gène, c'est un gène qui était assez grand, difficile à étudier, coûteux, mais quand vous avez une apraxie oculomotrice avec un enfant qui présente des IgA qui sont basses, une alpha-fétoprotéine qui est élevée, vous pouvez vous dire qu'il a 99 risques sur 100 d'avoir une ataxie télangiectasie. Faire le diagnostic, c'est quoi? C'est savoir que c'est des enfants qui sont prédisposés donc aux dysimmunités, avec des infections à répétition. Ce sont des enfants qui ont une prédisposition au cancer et tout particulièrement aux adénocarcinomes et aux lymphomes. Donc et chez ces enfants, il faut savoir éviter les radiations. On ne va pas leur faire une radio pulmonaire standard parce qu'ils toussent. C'est vraiment les irradiations conventionnelles doivent être extrêmement comptées, discutées. Et enfin, sachez que le risque d'adénocarcinome chez les mères est très important. Et donc, pensez non seulement à informer ces familles, mais à inciter les mères à faire un dépistage par mammographie extrêmement régulier quand elles ont un enfant qui a une ataxie télangiectasie. Deuxième type de mouvements oculaires anormaux, ce sont les opsoclonies. Alors, je vais essayer de ne pas faire honte à Denis là. Donc, alors, merci. Là vous voyez ces globes oculaires qui partent dans tous les sens. Vous voyez cet enfant qui a des globes oculaires, on dit un affolement des globes oculaires, qui partent absolument dans tous les sens. Eh bien, ces enfants qui présentent des opsoclonies, il faut voir si elles s'intègrent dans un éventuel syndrome opsocérévélo-myoclonique. Là encore, rechercher une ataxie, une instabilité à la marche chez ces enfants, mais surtout, rechercher un neuroblastome. Ça, c'est vraiment essentiel parce que 2% des neuroblastomes vont se révéler par un syndrome opsocérévélo-myoclonique et on retrouve dans les grandes séries de la littérature jusqu'à 10 à 15% de syndrome opsocérévélo-myoclonique qui sont associés à des neuroblastomes. Alors, c'est des neuroblastomes qui n'ont pas de particularité,
plus souvent thoraciques, abdominaux ou pelviens. C'est des neuroblastomes qui sont sensibles au traitement utilisé de façon conventionnelle, mais plus le diagnostic sera précoce de ces obsoclonies, plus la recherche de ce neuroblastome sera précoce, meilleur sera le pronostic de cette histoire. Alors, quand toute votre enquête est négative, simplement à partir du moment où votre enquête est négative, c'est-à-dire que vous êtes assuré avec un bon échographiste d'avoir fait une échographie cervicale, vous avez fait un cliché du thorax, une écho abdominale, et vous êtes assuré qu'il n'y a pas de neuroblastome, vous avez fait des catéchos des VMA, bon, à ce moment-là, on a des syndromes obsocérébromyocloniques qui sont d'origine virale, ou certains qui surviennent dans des contextes auto-immuns assez particuliers. Et donc, là, ça sera plus dans le registre de l'auto-immunité que vous vous orienterez. Mais, donc, très particulier, vous voyez cet affolement des globes oculaires, retenez-le, parce qu'il est extrêmement important à repérer. Donc, vous pouvez le rencontrer chez le nourrisson comme chez l'enfant. L'origine auto-immune et l'origine virale, vous ne les retiendrez que quand vous aurez éliminé un neuroblastome de façon certaine. Et puis, quand le neuroblastome a été complètement traité, que vous avez procédé à une exérèse chirurgicale de bonne qualité, eh bien, en général, vous allez maîtriser ce syndrome obsocérébromyoclonique. En revanche, les formes virales ou auto-immunes, ce sont celles qui rechutent et qui nécessiteront des corticothérapies parfois au long cours, des cures d'immunoglobuline et des traitements utilisant des immunosuppresseurs de seconde ligne. Voilà ici bien l'exemple de l'enfant, c'est celui dont je vous ai d'ailleurs montré la vidéo, qui avait ce volumineux neuroblastome. Ouais, donc un volumineux neuroblastome. Voilà, donc là, il a pu avoir une exérèse complète et il a été traité de son neuroblastome et ses obsoclonies ont parfaitement disparu avec un pronostic aujourd'hui de bonne qualité. Une forme particulière, c'est le spasmus nutans. Là, c'est une forme particulière de mouvement oculaire parce que c'est une forme particulière de nystagmus qui peut être horizonto-rotatoire, qui peut être de différents types. Je vais vous en montrer un exemple. Vous le verrez constamment chez le nourrisson. En règle, c'est entre 4 et 8 mois. Il va disparaître autour de l'âge de 2 à 3 ans. Il s'accompagne de façon quasi constante d'oscillations de la tête, d'un torticolis. Les mouvements oculaires peuvent être parfois intermittents. Et surtout, quand vous avez bien observé cliniquement ces enfants, vous avez la certitude que c'est un spasmus nutans, vous pouvez rassurer les parents, c'est parfaitement bénin. Et la seule discussion qui peut avoir lieu, c'est celle du nystagmus congénital. Alors. Il y a la recherche d'une pathologie des neuroptiques. Oui, mais je vais y venir. Alors. Non. Oui. Ah oui, c'est une forme duquel je ne suis pas habitué, je suis. Voilà. Regardez ce petit bébé. Alors, il a des petites trémulations qui sont fines quand on prenait dans la main LCD. Ça ressemble au Shadrin Attack. Ouais. Alors regardez, et vous allez voir. Alors il a ces petites oscillations de la tête là qui sont. Et vous voyez ses yeux, ces mouvements oculaires là, avec ses yeux qui partent un peu dans tous les sens. Un nystagmus, mais horizontal, ici. C'est pas une la garantie, non. Il faut... Voilà, ici, il a ce nystagmus horizontal, mais comme souvent c'est le cas, c'est intermittent. C'est-à-dire que des parents peuvent vous raconter une histoire. Alors aujourd'hui, ce qui facilite les choses, ben, c'est ce qu'on a tous dans la poche. C'est ça, parce que les parents le filment, ils arrivent à la consultation, on a un bébé face à nous qui va parfaitement bien, mais ils nous sortent la vidéo de la veille, et on dit, bah oui, c'est un spasmus nutans, parce qu'ils l'ont parfaitement enregistré. Et là, ça avait été le cas avec cet enfant. Mais vous voyez, ces mouvements... Alors, il faut pas se laisser abuser par les... C'était des trémulations, hein, il avait des petites trémulations sans gravité aucune. Mais avec ces oscillations de la tête, parfois ce nystagmus pouvait prendre un aspect
horizontales, parfois pendulaires. C'est parfaitement bénin. Là, il faut savoir rassurer les parents quand vous avez un examen qui est parfaitement normal. On se pose aussi la question pour la vision. Est-ce que c'est un nourrisson voit ou pas? Oui, Quand on alors- voit comme ça, alors- on a peur qu'on ait un problème de vision. Voilà. Mais quand il suit, vous savez, l'œil de bœuf, C'est ça. on l'a tous dans la poche, on est pédiatre, et cette cible noire, c'était en France, c'est Gallia qui vend ça, mais c'est le plus bel objet que l'industrie pharmaceutique a développé, parce que avec notre cible, vous étudiez parfaitement la poursuite oculaire. Et un enfant qui suit parfaitement votre cible, Eh ben, il vous voit. êtes rassuré, Il quoi, voit. hein, c'est même pas la peine de l'envoyer chez l'ophtalmo. Hein. Alors après, c'est vrai qu'en pédiatrie, eh bien, j'ai fait le choix d'aborder le strabisme, parce que c'est avec un regard de pédiatre, parce que c'est un mouvement oculaire auquel vous allez être souvent confronté. Alors ici, j'avais pris c'est la photo d'une photo qui se trouve au musée d'art contemporain de Séville. Alors, le strabisme, pourquoi ça nous préoccupe, les pédiatres? Mais parce que c'est un désordre oculomoteur qui a une composante à la fois motrice et sensorielle. Motrice, c'est la déviation de l'œil, ça c'est ce que vous observez facilement. Mais la composante sensorielle, quand vous avez un enfant qui est petit dans la première année, eh bien, elle va provoquer un dérèglement de sa vision binoculaire. Alors, quels sont les strabismes auxquels nous allons être confrontés? Ils sont de deux ordres. Il y a ceux où les yeux vont se porter en dedans, strabisme convergent ou ésotropie. En général, ils sont précoces. On les voit très fréquemment dans la première année. Ils peuvent être aussi plus tardifs. Ce sont de loin les plus fréquents. Les autres, ce sont les strabismes divergents, qui sont rares chez le nourrisson, qu'on verra plutôt chez l'enfant, et qui sont souvent intermittents. Alors, c'est une situation fréquente, parce que les convulsions fébriles, ont l'habitude de dire que c'est 3% de la population générale, strabisme 4% de la population générale. Donc c'est quand même, on en voit tous, régulièrement. Les causes sont parfois multiples, elles sont parfois intriquées, mais surtout, ce qui doit attirer notre vigilance, c'est que la vision peut être compromise de façon définitive. Quand un strabisme, quand on a banalisé une histoire au début et puis que le strabisme a continué à évoluer, eh bien cette vision binoculaire, elle va être perturbée de façon définitive, et donc c'est pourquoi il était extrêmement important de dépister tôt pour traiter le plus tôt possible. Alors, cette vision binoculaire dont on a parlé, qui est extrêmement importante, elle va obéir à une maturation comme les voies optiques, notre cerveau, qui se fait de façon très progressive. Et donc, toute déviation strabique constante pendant cette période qui est critique, cette première année, eh bien, elle va entraîner une immaturité du système binoculaire avec des conséquences sensorielles et motrices qui pourront compromettre le pronostic fonctionnel de l'enfant. Alors, quand vous allez l'examiner, recherchez un facteur héréditaire, parce que quand même régulièrement, on a des strabismes qu'on verra dans certaines familles qui ont d'évolution favorable, et donc les antécédents familiaux de strabisme, allez, le papa a louché, la maman a louché, on va vous le dire dans un cas sur deux, à peu près. Mais observez, soyez très vigilants selon l'âge d'apparition du strabisme, conférez l'observation qui a été présentée ce matin par notre collègue, mais c'était un faux strabisme, j'y reviendrai après dans la discussion. Le type de déviation, et surtout son caractère permanent ou intermittent. Vous allez bien évidemment examiner l'orbite, lorsqu'il y a des signes inflammatoires, examiner la face, rechercher une hyposensibilité, rechercher une asymétrie, une paralysie faciale. Il faut affirmer le strabisme, et c'est là où il faut être clinicien, c'est que vous allez éliminer ce qui n'est pas un strabisme, l'aspect de troisième paupière d'un épicanthus, un hyper ou un hypotaylorisme, une asymétrie faciale, une asymétrie palpébrale. Et je l'aborderai en fin d'exposé sur tout ce qui concerne les stéréotypies visuelles. Parce que certains enfants se provoquent parfois des sensations quand on voit ces enfants qui ont des troubles du spectre autistique, ils portent leurs yeux dans des positions extrêmes pour se provoquer des sensations. Ce sont des stéréotypies, ce ne sont pas de vrais strabismes. Donc, ici, attention aux pseudo-ésotropies. Vous voyez ici, par exemple, chez cet enfant, chez lequel on note simplement une base du nez qui est très élargie, et puis cet épicanthus
Vous demanderez un examen ophtalmologique, pourquoi? Eh bien, pour avoir un examen des pupilles, ce que vous pouvez faire avec votre lampe dans votre bureau, vous pouvez observer que la lueur pupillaire est bien symétrique, et puis, surtout, vous allez mettre un cache avec votre main sur un œil, et pour voir si l'œil qui a ce strabisme, c'est-à-dire soit qui rentre en dedans s'il est convergent ou en dehors s'il est divergent, et vous allez voir si ce globe se déplace ou pas, si ce strabisme est paralytique ou fonctionnel. Donc dans la plupart des cas, vous verrez que vous n'avez pas un strabisme paralytique, que vous avez un déplacement au-delà de la ligne médiane. Donc l'occlusion de l'œil contralatéral, quand vous la réaliserez, eh bien, elle peut signer une amblyopie profonde chez l'enfant quand le strabisme est paralytique. L'examen ophtalmologique, vous en attendrez l'étude de l'acuité visuelle, la modification de ce strabisme après la correction optique et l'examen du fond d'œil. Donc vous éliminerez une étiologie organique sur le trajet des voies visuelles, le segment antérieur, la cornée, une éventuelle cataracte ou un rétinoblastome. Je crois que c'est vraiment le segment antérieur, la cataracte, le rétinoblastome, c'est vraiment les trois causes quand vous avez un strabisme permanent et que vous souhaitez éliminer une étiologie organique. Je l'ai déjà abordé, le strabisme paralytique ou fonctionnel. Devant une paralysie oculomotrice, eh bien, le strabisme est paralytique. Et quand vous avez une paralysie du moteur oculaire externe, quand vous avez une paralysie du 6, dites-vous que c'est une hypertension intracrânienne jusqu'à preuve du contraire. C'est vraiment, y compris, et surtout, c'est vrai que vous serez plus souvent confronté à des hypertensions intracrâniennes bénignes, dans des contextes endocriniens particuliers, chez des jeunes gens qui sont obèses. Vous verrez, au cours de certaines maladies virales, vous verrez des hypertensions intracrâniennes bénignes, des hypertensions intracrâniennes bénignes d'origine médicamenteuse. Mais quand même, rappelez-vous que chez l'enfant, les tumeurs du cerveau, ce sont des tumeurs de la fosse postérieure, dans la majorité des cas, et que, contrairement à l'adulte, chez lequel les tumeurs vont se révéler par des convulsions, par des manifestations épileptiques, chez l'enfant, c'est par une hypertension intracrânienne, parce que les 3/4 des tumeurs chez l'enfant sont dans la fosse postérieure, le quatrième ventricule, le liquide céphalorachidien, il y a une gêne à son écoulement, et vous comprenez fort bien que la première manifestation de l'hypertension intracrânienne, ce serait une paralysie du 6. Alors là, quel est votre diagnostic? Oui, voilà, c'est un rétinoblastome, hein, vous voyez. Ça, vous avez regardé la lueur pupillaire qui n'est pas la même. Vous avez, ça c'est le diagnostic, vous avez pu l'évoquer, là, dans votre cabinet. Cette imagerie, elle sera là, évidemment, pour conforter votre diagnostic. Donc, le rétinoblastome, vous l'évoquerez devant l'apparition d'une pupille blanche, chez un enfant qui va présenter un strabisme. C'est-à-dire, auparavant, il allait parfaitement bien, et puis, survenu d'un strabisme alors que son évolution était parfaite jusque-là. Vous allez observer l'existence d'une masse tumorale intravitréenne. Dans la majorité des cas, c'est avant 3 ans que vous en ferez le diagnostic. C'est une tumeur de nature neuroépithéliale qui peut être aussi bilatérale. Que cela ne vous trompe pas, c'est une tumeur qui peut être bilatérale. Et quand elle est bilatérale, elle est toujours d'origine génétique, avec un facteur héréditaire qui est extrêmement important. Là, ici, ouais, donc là, eh bien, vous allez tout de suite regarder la peau, ça sera le topo d'après, hein, c'est rechercher un gliome, rechercher un gliome du nerf optique. Là, c'est une tumeur bénigne que l'on va voir fréquemment avant l'âge de 10 ans. Le strabisme, il peut être tant convergent que divergent, il n'y a pas du tout de type particulier. C'est une exophtalmie en général unilatérale qui accompagne le strabisme, avec une baisse de l'acuité visuelle, et vous rechercherez une maladie de Recklinghausen et surtout des clichés qui seront centrés sur les voies optiques et le chiasma, à la recherche d'une extension chiasmatique. Alors, devant une ésotropie ou un strabisme convergent précoce, c'est-à-dire au cours des 6 premiers mois, c'est parfois une inquiétude des parents. On voit des parents qui sollicitent beaucoup les pédiatres dans cette tranche d'âge, où le nourrisson n'a pas d'expérience binoculaire. La fixation va se faire en adduction quand il a cette ésotropie précoce. Il va tourner la tête du côté de l'œil fixateur. Et ce qui est particulier, c'est que dans ces ésotropies précoces,
le strabisme peut être alternant. C'est-à-dire que l'enfant va fixer tantôt avec un œil, tantôt avec l'autre, et vous allez avoir ce strabisme tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Et effectivement, ce diagnostic de strabisme alternant, là encore, ce sont les vidéos fournies par les parents qui nous aident le plus souvent au diagnostic de strabisme alternant. Ces ésotropies précoces, eh bien, ça a été évoqué ce matin là, dans la remarquable présentation qu'il y a eu sur les pathologies orofaciales, avec le syndrome de Mébius, avec une paralysie congénitale du 6 ou du 7, les paralysies congénitales du 6 qui sont plus rares, et ce syndrome de Stilling-Duhan, la fibrose musculaire, qui doit être un diagnostic d'élimination. C'est vraiment, c'est souvent, comme souvent les noms propres aujourd'hui, on se rend compte que ce sont des caches-misères. Ça regroupe des choses qui n'ont parfois pas grand-chose à voir entre elles, et puis on a mis un nom propre, on est sorti de la pièce, ça faisait savant, mais voilà, c'est un diagnostic d'élimination, ça existe, la fibrose des muscles oculomoteurs, ça va limiter les mouvements, mais c'est un diagnostic qu'on ne doit pas évoquer en première ligne. Les facteurs de risque de cette ésotropie infantile, eh bien, on les retrouvera d'autant plus fréquemment qu'il s'agira d'anciens prématurés, qu'il y aura un contexte d'asphyxie périnatale chez des enfants de petits poids de naissance, et malheureusement, souvent, les trois étant liés. Le traitement fait toujours l'objet d'un débat, c'est-à-dire que ce qui fait consensus, c'est que la correction optique, elle doit être totale, qu'il faut prévenir et traiter la survenue d'une éventuelle amblyopie, qu'il faut procéder à une occlusion alternée rapide avec les ophtalmologistes et les orthoptistes. Là, je crois qu'il faut une bonne coopération pédiatre, orthopsie, ophtalmo. La durée de l'occlusion va dépendre du degré de l'amblyopie, c'est-à-dire du retentissement de ce strabisme et de l'âge de l'enfant. Et le traitement chirurgical est envisagé plus ou moins précocement selon les équipes. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a tendance à intervenir précocement, mais on réintervient derrière. Alors qu'en Europe, la plupart des équipes n'opéreront jamais un strabisme convergent avant 2 ou 3 ans, avec un taux de réintervention qui sera moins important. Les exotropies, donc les strabismes divergents, le plus souvent ce sont des exotropies intermittentes qui vont survenir chez l'enfant, donc qui est plus âgé. C'est le plus fréquent des strabismes divergents. Vous allez avoir la survenue de ce strabisme avec un enfant qui va être les yeux dans le vague, à la fixation lointaine, ou plutôt en fin de journée, quand il est fatigué, après avoir lu un long texte, eh bien, il va nécessiter une correction optique, évidemment, et une chirurgie de l'exotropie quand l'exotropie intermittente devient permanente. Voilà ici une exotropie précoce avec un strabisme divergent intermittent. La place de la toxine botulinique dans le traitement du strabisme, eh bien, autant dans le blépharospasme, la toxine a fait la preuve de son efficacité, mais ce qu'on a pu constater quand on revoit les données de la littérature, c'est que ça ne permet pas l'utilisation de la toxine d'éviter une éventuelle réintervention, ce qui est le cas quand même chez de nombreux enfants. Il n'y a pas d'efficacité préventive dans les paralysies du 6, et nous ne disposons pas aujourd'hui de recommandations claires à travers des études rétrospectives, des cas isolés qui sont publiés, en sachant qu'il existe des complications qui sont maîtrisables, le ptosis transitoire ou la déviation verticale. À côté de ces situations, qui sont certes exceptionnelles ou plus fréquentes pour ce qui concerne les strabismes, eh bien, vous allez avoir des situations de mouvements oculaires anormaux dans l'exercice de la pédiatrie qui vont être extrêmement fréquentes et qui, facilitant le diagnostic, surviennent dans un contexte très évocateur. Les tics oculaires, rechercher des tics oraux, des tics faciaux, pensez à un Gilles de la Tourette qui débute devant l'ensemble de ces manifestations de tics oculaires, faciaux, oraux et moteurs qui sont associés. Devant un enfant qui présente des révulsions isolées comme ça des globes oculaires, ne pensez pas d'emblée à une stéréotypie et pensez que ce puisse être des absences. Et n'oubliez pas de demander un électroencéphalogramme avec une bonne épreuve d'hyperpnée à un enfant qui présente des révulsions des globes oculaires comme ça intermittentes. On ne sait pas trop, parce que parfois les absences sont de très courte durée, elles vont faire 2 ou 3 secondes. Juste, il y a cette élévation du regard qui a été repérée par les parents. 2-3 secondes, c'est pas facile de dire s'il y a une rupture de contact ou pas. Donc moi je vous conseille, au moindre doute, vous faites un électroencéphalogramme,
parce qu'il ne faut pas laisser évoluer une épilepsie absence chez l'enfant et encore moins chez l'adolescent quand vous observez des révulsions des globes oculaires. Et enfin, on l'évoquait tout à l'heure, les stéréotypies que vous allez voir chez les autistes ou chez des enfants qui ont des troubles de personnalité, des troubles de relation, le trouble du spectre autistique au sens très large du terme. Eh bien, on peut le voir chez les nourrissons qui ont des difficultés d'établir une relation, d'établir un contact. Ces nourrissons qui ont un retrait actif, c'est-à-dire vous cherchez à croiser leur regard, et puis ils tournent la tête. Ça, c'est extrêmement... On l'a vu fréquemment en neuropédiatrie, dans les suites de syndrome de West, ou au cours des syndromes de West. Des enfants qui sont parfaitement pris en charge, qui sont bien traités, et vous voyez se développer devant vous les signes autistiques. Alors, peut-être qu'il y a de l'épigénétique, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent, mais il est évident que chez ces enfants, vous allez voir très souvent survenir des stéréotypies au cours de l'évolution, où ils vont porter leurs globes oculaires dans des positions extrêmes, et ils se provoquent des sensations. Et ça, on peut le voir chez des tout petits, y compris chez des nourrissons, autour de 6-9 mois. Voilà, j'ai essayé de résumer les différents types de mouvements oculaires anormaux auxquels vous pourriez être confrontés, et maintenant, je suis prêt à répondre aux questions qui peuvent se poser à travers cet échange. Si vous permettez, donc on va enchaîner avec la deuxième présentation. Et même après, on va enchaîner avec la troisième présentation. Voilà. Comme ça, donc une séance neuropédiatrie. Et j'appelle professeur Khbaj et docteur Donassi, bien sûr. Question après donc sur l'œil. Allez.